Les autorités cubaines affirment avoir démantelé un réseau de traite d'êtres humains qui recrute des citoyens pour combattre pour la Russie en Ukraine. La Russie a été accusée de contraindre des personnes à Cuba à participer à la guerre en Ukraine. Le réseau opère depuis la Russie et cible les Cubains qui y vivent ainsi que certains qui vivent à Cuba. Un soldat russe de 25 ans, Malik Diop, a été capturé par les forces ukrainiennes. Au départ, cela semblait une victoire, mais quelque chose était étrange. Lors de l'interrogatoire, ils ont découvert qu'il n'était ni russe, ni soldat. Il n'était qu'une autre victime de la tromperie russe, la tromperie des chiffres et de la cupidité. Beaucoup croient que seuls les Russes et les Ukrainiens s'affrontent. Mais en fait, des combattants d'environ 40 pays participent à cette guerre. La seule différence, Goditz, c'est que certains savent qu'ils vont faire la guerre, tandis que d'autres ne s'en rendent compte que lorsqu'ils sont déjà sur le champ de bataille. Écoutez, on ignore combien de temps cette vidéo restera. Certains détesteront cette révélation et voudront la cacher. Mais vous pouvez riposter en appuyant sur ce bouton « J'aime ». Merci. Les renseignements ukrainiens ont suivi les combattants étrangers et fait une découverte surprenante. Ils ont vu que des personnes venant d'un pays étrange combattent pour la Russie. Eh bien, c'est étrange, parce que c'est une petite nation insulaire, située à des milliers de kilomètres de la Russie. Non pas un, mais des milliers d'entre eux, combattant pour la Russie. L'Ukraine a révélé que des milliers de Cubains ont été recrutés par la Russie. C'est organisé, systématique, et c'est l'une des plus grandes histoires dont personne ne parle vraiment. Selon des documents du département d'État américain de cette année, Cuba est devenue la deuxième plus grande source de troupes étrangères combattant pour la Russie, juste après la Corée du Nord. Et c'est assez remarquable. Certains rapports indiquent qu'il pourrait y avoir entre 1000 et 5000 Cubains qui combattent en ce moment. Les services de renseignement ukrainiens suggèrent que le nombre réel pourrait être considérablement plus élevé, peut-être jusqu'à 20 000 personnes. Rappelez-vous, j'ai parlé de personnes, pas de soldats. Certains sont trompés et finissent sur le champ de bataille. Pour d'autres, c'est une occasion en or, car la Russie a rendu ce jeu de vie ou de mort très lucratif. Imaginez que quelqu'un vous propose 2000 $ chaque mois. C'est plus de 40 fois le revenu moyen cubain. Pour des milliers de jeunes hommes confrontés à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire et à des perspectives limitées, cette promesse semble irrésistible. Ce n'est pas de la cupidité, mais une question de survie. Depuis le début de la guerre, la Russie a perdu près d'1 million de personnes. Les estimations suggèrent qu'elle perd environ 1000 soldats chaque jour. Il est donc logique que la Russie recrute dans d'autres pays. Et elle manque d'hommes pour se battre. Du moins, c'est le mensonge que les médias vous racontent. Le budget du gouvernement russe est en grande difficulté. Rien que pendant les 7 premiers mois de 2025, ils ont déjà dépensé 61 milliards de dollars de plus que prévu. C'est 4 fois plus que leur budget initial. La Russie est en difficulté. Les ventes de pétrole et de gaz baissent, les impôts sont insuffisants et la guerre coûte cher. L'une des raisons pour lesquelles la Russie embauche des étrangers, c'est qu'elle ne peut pas se permettre d'augmenter les primes nécessaires pour attirer ses propres citoyens à combattre. Ils préfèrent se tourner vers d'autres, comme les Cubains, prêts à le faire pour moins cher. En raison de la crise financière, ils ont réduit leurs offres. Dans certaines régions, les primes à la signature ont chuté de 34 000 à 9 000 $. C'est clairement une énorme réduction. Mais même avec ces paiements plus bas, la Russie n'arrive pas à trouver assez de Russes prêts à se battre. À la place, des soldats étrangers comme des Cubains et des Nord-Coréens se voyaient proposer des contrats. Ces soldats coûtent moins cher à recruter. La Russie n'a pas à bien les payer ni à leur donner les mêmes avantages que les Russes. Et surtout, la Russie n'a pas à faire face à des familles russes en colère qui se plaignent d'avoir perdu leur fils. Ils ne peuvent plus soutenir la guerre comme avant. Ils économisent partout. Les deux parties y gagnent. La réalité économique, c'est que la plupart des recrues cubaines viennent d'une nation insulaire qui traverse sa pire crise économique depuis des décennies. Le salaire mensuel moyen à Cuba oscille entre 16 et 48 $ selon les taux de change utilisés. C'est tout leur revenu mensuel. Ce que la Russie leur offre relève du miracle. Cela représente des milliers de dollars de revenus. Du moins, sur le papier. Le gouvernement cubain nie systématiquement toute implication dans ces efforts de recrutement. Il qualifie ce phénomène de trafic humain illégal, organisé par des réseaux criminels sans l'aval de l'État. Ils disent n'avoir aucun lien et combattre activement ce phénomène. De 2023 à 2025, les tribunaux cubains ont traité 9 affaires criminelles de mercenariat. Ces poursuites ont abouti à 26 condamnations, avec des peines de prison allant de 5 à 14 ans. En apparence, il semble que Cuba sévise contre les recruteurs, mais quelque chose semble étrange. L'ampleur et le caractère systémique du recrutement ont poussé de nombreux observateurs à douter du récit officiel.
Il demande comment une opération aussi importante aurait pu se dérouler sans l'approbation tacite du gouvernement dans le système très contrôlé de Cuba. Une opération qui déplace des milliers de personnes hors du pays, coordonne les voyages, traite les contrats militaires et fait tout cela ouvertement et de manière systématique. Dans un pays où le gouvernement surveille les frontières et contrôle les déplacements, cela ne se produirait pas sans que les autorités en soient convaincues et en soient conscientes. Les chiffres sont trop importants, l'organisation est trop sophistiquée, le flux continu de recrues est trop régulier. Pour de nombreux experts et observateurs, cela ne tient tout simplement pas la route. Il semble improbable qu'un gouvernement aussi contrôlant que Cuba ignore que des milliers de citoyens partent combattre à l'étranger. Que ce soit par implication directe ou par tolérance délibérée, une telle opération ne pourrait pas fonctionner à cette échelle sans que le gouvernement en ait connaissance à un certain niveau. Le système est dur, mais c'est un chef-d'œuvre de précision et de planification. Le réseau qui emmène des milliers de Cubains d'ici vers l'Ukraine n'est pas un accord militaire officiel entre deux États. Il fonctionne dans une zone grise, utilisant des citoyens privés, les réseaux sociaux et une couche de légalité. Cette structure permet à la Russie et à Cuba de nier toute implication, tout en assurant un flux constant de soldats. Le recrutement débute en ligne, via des groupes de médias sociaux hispanophones. Des groupes Facebook comme Cubains à Moscou et le réseau social russe Vikantoktia deviennent des plateformes où apparaissent des annonces proposant des opportunités de travail lucratives en Russie. Ces annonces promettent un salaire élevé, primes et citoyenneté russe. Les annonces restent volontairement vagues sur l'aspect militaire du travail. Certaines évoquent la construction, d'autres la reconstruction. Très peu précisent clairement que les recrues vont combattre dans une guerre. Les citoyens cubains peuvent entrer en Russie comme touristes sans visa, un avantage clé qui rend le recrutement possible. Des personnes clés gèrent ce réseau localement, dont Yelena Smirnova, agente de voyage russe de 41 ans à Ryazan. Elle publie des offres d'emploi, des annonces, et gère la logistique à travers le réseau. Son avocat affirme qu'elle a aidé à recruter plus de 3000 étrangers. Une autre femme, Olga Chiriaeva, travaille comme coiffeuse. Elle s'associe à Smirnova pour les efforts de recrutement. Diana Diaz, 37 ans cubaine vivant en Russie, voit son numéro figurer dans les annonces de recrutement. Elena Chouvalova était une grande recruteuse publiant activement des annonces. Dès mi-2023, Diana Diaz dirigeait une entreprise de fleurs en savon à Ryazan et facilitait la logistique du recrutement pour des contrats militaires d'1 an, avec salaire de 204 000 roubles et promesse de citoyenneté, gérant la paperasse, l'achat de billets et les annonces. Quand quelqu'un tombe dans le piège, le vrai commence. Le modèle crée un piège de dette. Smirnova et ses associés paient le billet d'avion d'un recrue de la Havane à Moscou, et ils couvrent les frais d'hébergement initiaux. La recrue ne paie pas à l'avance. Ces frais sont prélevés sur le premier salaire militaire de la recrue, la rendant immédiatement dépendante financièrement des recruteurs et du système militaire. Après une réponse à une annonce, les facilitateurs du réseau gèrent les formalités et le voyage. Les recrues embarquent, généralement, sur des vols de la compagnie aérienne Aeroflot depuis l'aéroport de Varadero à Cuba à destination de Moscou, voyageant souvent en groupe de 40 personnes ou plus. À Moscou, les recrues sont accueillies par le réseau puis conduites au bureau d'enrôlement militaire. Beaucoup finissent dans la ville de Ryazan, qui abrite une grande académie militaire, identifiée comme le centre de traitement principal pour les combattants étrangers. Les registres montrent que Smirnova et Chirieva ont été vus au centre de recrutement de Ryazan, traitant 30 à 40 personnes par jour. Dans les centres d'enrôlement, les recrues doivent signer des contrats d'1 an uniquement en russe, langue qu'elles ne comprennent pas. Leurs passeports sont alors confisqués, les piégeant dans le système. Le fait que les recrues soient dirigées vers une grande ville militaire comme Ryazan le suggère. Système formalisé et intégré, coordonné directement avec le ministère russe de la Défense. Cela contredit toute idée d'une opération dissidente et décentralisée. Certains Cubains savaient qu'ils partaient en guerre, d'autres l'ont compris seulement sur le champ de bataille. Frank Dario Yarosei Manfugas, musicien cubain de 35 ans et professeur de mathématiques, a vu une annonce sur Facebook promettant un emploi dans la construction en Russie. Il est parti par nécessité, pensant qu'un travail à l'étranger aiderait sa famille. Finalement, il s'est retrouvé en première ligne en Ukraine en quelques semaines. Au début, on avait annoncé aux recrues qu'elles travailleraient dans la construction ou à la reconstruction des infrastructures touchées par la guerre ou occuperaient des postes de soutien à l'arrière. Ils ont reçu une formation militaire basique, souvent limitée à 2 semaines avant d'obtenir casque, équipement et armes. Ils ont commencé à se rebeller, parce qu'ils n'avaient jamais reçu de formation militaire et ne savaient pas comment utiliser les armes. Lorsque les recrues refusaient, elles étaient battues.
Même des Africains de plusieurs pays sont trompés exactement de la même manière. On leur avait promis des emplois, mais ils font la guerre sans jamais y avoir consenti. En juin 2025, le Télégraphe a révélé un fait très troublant en Russie. Des recruteurs ciblaient des personnes désespérées à travers l'Afrique avec de fausses promesses d'emploi. Jean Onana, Camerounais de 36 ans et père de 3 enfants, était au chômage et peinait à nourrir sa famille. Quelqu'un lui a alors proposé un travail dans une usine de shampoing à Moscou. Le salaire semblait intéressant, alors Jean a tout vendu ce qu'il possédait juste pour acheter un billet d'avion. Mais à son arrivée à Moscou en mars 2025, aucune usine de shampoing ne l'attendait. Il a été aussitôt détenu. Il n'était pas seul, des hommes du Bangladesh, du Ghana et du Zimbabwe étaient aussi piégés. On leur a dit la même chose. Signer un contrat militaire, sinon. Après 5 semaines d'entraînement à Rostov et Louhansk, Jean s'est retrouvé dans un bunker en première ligne en Ukraine. Son unité comptait 8 membres venus du Bangladesh, du Zimbabwe et du Brésil. Une frappe d'artillerie les a touchés, tuant 7 sur le coup. Jean a survécu 6 jours, caché sous les décombres avec ses blessures, jusqu'à ce que les forces ukrainiennes le retrouvent. Malik Diop, Sénégalais de 25 ans, marchait dans un centre commercial russe lorsque des recruteurs l'ont abordé. Ils lui ont offert un poste de cuisinier à Louhansk, payé 5 700 $ par mois. Pas mal, non? En une semaine, Malik a reçu un fusil et envoyé près de Toretsk au combat. Il a vu de nombreux cadavres et des corps mutilés dans les maisons. Épuisé, il a déserté puis a été capturé par les forces ukrainiennes. Et voici la partie effrayante. Ce n'est pas rare. Les réseaux sociaux au Cameroun regorgent de publications de familles cherchant des hommes partis en Russie et portés disparus. Un compte a recensé au moins 67 Camerounais tués ces réseaux de recrutement s'étendant dans plusieurs pays. Au Kenya, des enquêteurs ont découvert des réseaux organisés qui effectuèrent des examens médicaux à Nairobi, puis faisaient voyager des personnes en Russie via la Turquie avec des visas touristiques. À Saint-Pétersbourg, leurs passeports étaient confisqués, des données biométriques prises, et on leur donnait des contrats en russe pour les enrôler dans l'armée. Et il n'y a pas que les hommes qui sont trompés. Des femmes africaines ont été trompées pour travailler dans des usines de drones de la zone économique spéciale d'Alabuja à Yeloubuja, près de Moscou. Elles ignoraient qu'elles travailleraient dans des installations militaires. On leur avait promis des emplois en usine de shampoing ou en cuisine. Au lieu de cela, elles ont été envoyées à la guerre. Cela peut sembler dur, mais la plupart de ces personnes sont prêtes à l'affronter pour une raison différente. En 2024 et 2025, Cuba subit une grave crise économique, avec une inflation à 3 chiffres, une insécurité alimentaire généralisée et un pouvoir d'achat en forte baisse. Une enquête menée en 2024 a révélé que 61% des personnes interrogées à Cuba ont du mal à acheter les moyens nécessaires pour survivre. Le contrat militaire russe propose 2 000 $ par mois. Les contrats incluent des primes d'engagement uniques de 195 000 roubles, soit environ 2 000 $, et 2 millions de roubles, soit environ 21 000 $ pour les familles, si le recrue est tué. Certains se sont vus promettre qu'en remplissant le contrat, ils obtiendraient la citoyenneté russe pour eux-mêmes et leurs familles. Cependant, de nombreux recrues n'ont jamais reçu les paiements promis. Des soldats cubains expulsés ont déclaré que les recruteurs retenaient les premiers salaires pour couvrir les frais de recrutement et de voyage. Des Cubains ont été expulsés de l'armée russe en janvier 2024 sans paiement, passeport russe, ni documents légaux, les laissant sans abri et menacés d'expulsion. Le nombre de Cubains recrutés diffère selon les sources. Les renseignements ukrainiens ont créé des bases de données pour suivre les combattants étrangers. Le projet « Je veux vivre », une initiative du gouvernement ukrainien encourageant les combattants ennemis à se rendre, a publié une liste de 1028 mercenaires cubains vérifiés, avec des noms et des informations personnelles confirmées, qui ont signé des contrats entre 2023 et 2024. Même avec des estimations prudentes, Cuba est l'un des principaux fournisseurs de troupes étrangères à la Russie, derrière la Corée du Nord, et pourrait la dépasser. La Russie a subi plus de 11 millions de pertes selon les estimations ukrainiennes et a recruté systématiquement des combattants de nombreux pays afin d'éviter des campagnes de mobilisation intérieure politiquement dommageables. Le Népal a fourni environ 15 000 recrues, avec au moins 40 confirmés en septembre 2024. Le Sri Lanka a 64 recrues identifiées. Une enquête a révélé que plus de 1500 mercenaires étrangers de 48 pays ont été recrutés par le centre de Moscou entre avril 2023 et mai 2024. Le recrutement cubain se distingue car beaucoup de recrues ont déjà 2 ans de service militaire obligatoire à Cuba
acquérant ainsi une expérience de base au combat. Les recrues cubaines ont rejoint les combats en Russie après seulement quelques semaines et peu de formation. Nombreux ont rejoint la 106e division aéroportée, unité parachutiste d'élite engagée dans de violents combats, dont la bataille de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Être dans cette unité envoyait les combattants cubains directement au front, avec des taux de survie alarmants. Selon les renseignements ukrainiens, les combattants étrangers meurent dans les 140 à 150 jours après leur engagement. Cela signifie qu'un combattant cubain en première ligne vit en moyenne 5 mois. Andrei Youssov, porte-parole du renseignement ukrainien, a déclaré qu'il est avantageux pour le régime de Poutine de recruter des mercenaires cubains. Si un étranger meurt, il n'y a ni indemnité sociale ni responsabilité, et moins de Russes meurent. Les autorités ukrainiennes ont recensé 39 Cubains décédés. Andrei Youssov précise que les responsables estiment un nombre de morts bien supérieur. On estime que 200 à 300 Cubains ont été tués, mais le nombre réel est sans doute supérieur, car beaucoup restent portés disparus. En action, les forces ukrainiennes ont capturé plusieurs combattants cubains. En septembre 2025, l'Ukraine comptait 3 prisonniers de guerre cubains. Les captifs ont déclaré que ni la Havane ni Moscou ne veulent les prendre en charge ou répondre d'eux. Les prisonniers restent dans un limbo, sans gouvernement assumant leur sort ni voulant les rapatrier. Début 2024, des recrues cubaines ont été exclues de l'armée russe sans explication claire. Sans papiers en règle, sans salaire payé ni statut légal, ils sont devenus sans abri en Russie. En avril 2024, Yuan, un Cubain, a expliqué sur WhatsApp que les Russes exigeaient plus d'argent et leur retour à la guerre. Bien qu'ils n'aient pas reçu tout leur salaire ni de passeport russe, ces soldats expulsés risquaient sans cesse la déportation et la prison s'ils refusèrent de combattre. Elena Smirnova, une des principales recruteuses, a été poursuivie en Russie pour avoir volé les salaires de plus de 300 soldats cubains. Beaucoup de recrues n'ont jamais touché les primes d'engagement ni les salaires promis. Mais la Russie cache un problème bien plus grave qui pourrait vite devenir une catastrophe. La Russie comptait déjà l'un des plus grands déséquilibres hommes-femmes au monde, même avant la guerre. En 2024, il y a 103 à 104 millions de femmes de plus que d'hommes. Réfléchissez-y un instant. La population féminine s'élève à environ 772 à 788 millions, tandis que les hommes ne sont que 668 à 684 millions. Les femmes comptent pour 54% de la population russe, les hommes pour 46%. Pour mettre cela en perspective, la Russie compte environ 863 à 865 hommes pour 1000 femmes. La moyenne mondiale est de 1016 hommes pour 1000 femmes. La Russie est bien en dessous de ce chiffre. Dans le monde, environ 105 garçons naissent pour 100 filles. Mais en Russie, les femmes commencent à être plus nombreuses que les hommes vers l'âge de 30 ans. Comparez cela au Japon, où ce croisement n'a lieu qu'à l'âge de 56 ans. Pourquoi cela arrive-t-il ? La Russie a le plus grand écart d'espérance de vie entre les sexes au monde. En 2022, les femmes russes vivaient environ 10 à 11 ans de plus que les hommes. Les hommes en âge de travailler sont 6 fois plus susceptibles de mourir de causes externes comme les accidents et le suicide par rapport aux femmes. La raison ? La forte consommation d'alcool, de mauvaises habitudes de vie et un accès limité aux soins, surtout après l'optimisation des soins de santé de Poutine. Et maintenant, la guerre a rendu la situation encore plus dramatique. Depuis février 2022, plus de 120 000 à 250 000 hommes russes ont été tués. Le déséquilibre entre les sexes, déjà extrême, s'est encore accentué. Dans les régions directement touchées par le conflit, la situation est dévastatrice. Les taux de veuvage peuvent atteindre jusqu'à 80%. Cela signifie que les femmes se retrouvent seules, avec la responsabilité exclusive de subvenir aux besoins de leurs enfants et de leurs personnes âgées à charge. La Russie ne perd pas seulement des soldats, elle perd toute une génération d'hommes. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Russie a été forcée de recruter dans des pays étrangers. Les familles restées à Cuba se retrouvent face à un vide total d'informations. Aucune information officielle reçue du gouvernement russe ou cubain. Une famille a déclaré à Columbia Broadcasting System News que leurs proches étaient portés disparus depuis novembre 2024 et qu'ils n'avaient jamais reçu l'argent promis. Faute de bilan officiel et de rapatriement des corps, le coût humain réel demeure caché au public cubain. Les renseignements ukrainiens ont constaté qu'au moins 250 combattants cubains sont restés au front après la fin de leur contrat d'1 an. Ce qui avait commencé comme un contrat prétendument volontaire pour une opportunité économique s'est transformé en travail forcé dans un conflit armé. Le ministère des Affaires étrangères de Cuba a reconnu publiquement le problème du recrutement le 4 septembre 2023
Le gouvernement a affirmé que Cuba n'est pas impliqué dans la guerre en Ukraine et a révélé avoir détecté un réseau de traite venant de Russie pour enrôler des Cubains dans son armée. Le gouvernement réaffirme sa position ferme contre le mercenariat et indique travailler à démanteler les réseaux de recrutement. Le ministère cubain des Affaires étrangères a fermement rejeté en octobre 2025 les accusations américaines, affirmant que Cuba n'était pas impliqué dans le conflit armé et appliquait une tolérance zéro au mercenariat. Ce récit officiel contient une contradiction flagrante. Le 14 septembre 2023, l'ambassadeur de Cuba en Russie, Giulio Antonio Garmendia Peña, a fait une déclaration très différente à l'agence d'information russe Novosti. Il a déclaré que Cuba n'a rien contre les Cubains qui souhaitent simplement signer un contrat et participer légalement à l'opération au sein de l'armée russe. Il s'est opposé seulement à l'illégalité et aux actions hors cadre légal. Cette déclaration suggérait que Cuba ne stopperait pas ses citoyens voulant rejoindre l'armée russe, contredisant ainsi son opposition affichée au mercenariat. Interrogé sur la légalité du recrutement de Cubains par la Russie, l'ambassadeur Peña a refusé de répondre clairement. Le ministère des Affaires étrangères lui a publié un communiqué pour corriger l'ambassadeur, dont le commentaire montrait une attitude permissive. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré en octobre 2025 que les autorités cubaines n'ont pas d'informations précises sur la participation de ressortissants cubains aux forces militaires du conflit. Les responsables assurent n'avoir reçu aucun encouragement, engagement ou consentement de l'État cubain. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cosio, a affirmé en juin 2025 que la Havane avait dénoncé le recrutement et pris des mesures en dialoguant avec les gouvernements concernés. Il a souligné que les lois cubaines interdisent aux citoyens de participer aux guerres d'autres pays et que cela est puni par la loi à Cuba. Cependant, cette déclaration a soulevé des questions sur l'application de la loi, compte tenu de l'ampleur du recrutement. Cuba a qualifié les allégations américaines de campagne, visant à l'affaiblir avant le vote annuel de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'embargo. Le timing des États-Unis pour ces allégations, juste avant le vote à l'Organisation des Nations Unies, a renforcé l'affirmation de Cuba, que Washington utilisait la question du recrutement comme levier diplomatique. Bien que Cuba démente, des observateurs internationaux doutent fortement de l'ignorance et de la non-implication du gouvernement. Andrei Youssov, responsable du renseignement ukrainien, a affirmé qu'en raison du caractère totalitaire de Cuba, ce recrutement n'aurait pu se faire sans l'accord du régime cubain. Des preuves suggèrent une possible complicité officielle. Les premières enquêtes sur le réseau de recrutement ont impliqué un major russe et le colonel Milon Gomez, l'attaché militaire de l'ambassade de Cuba à Moscou, dans l'enrôlement de près de 189 citoyens cubains, reliant directement un représentant officiel de l'État à ce système. Les services de renseignement ukrainiens et les législateurs américains ont souligné le recrutement systémique, l'utilisation d'aéroports officiels pour les départs et la facilité apparente avec laquelle les recruteurs opéraient sont des indicateurs que les autorités cubaines fermaient au minimum les yeux. En mai 2024, au Kremlin, le président cubain Miguel Díaz-Canel, aux côtés de Vladimir Poutine, a exprimé le soutien de Cuba à l'opération militaire spéciale. Ce ne sont pas les paroles d'une partie neutre, mais celles d'un allié engagé. La position ambiguë de Cuba reflète peut-être des calculs stratégiques. Le recrutement profite au gouvernement cubain sans implication directe. Cela sert de soupape économique pour les citoyens désespérés, limitant les risques de troubles liés au chômage et à la pauvreté. Les fonds envoyés par les recrues à leurs familles apportent des devises fortes à l'économie cubaine. Maintenir une dénégation plausible permet à Cuba de préserver sa relation avec la Russie, tout en évitant une condamnation internationale directe. En octobre 2025, le Conseil de la Fédération de Russie a ratifié un accord militaire avec Cuba, signé en mars 2025. Cet accord crée un cadre juridique pour les opérations, la formation, le partage de renseignements et les déploiements militaires conjoints. Des responsables russes ont suggéré que l'accord pourrait éventuellement faciliter le déploiement de systèmes d'armes avancés à Cuba, y compris les systèmes de missiles tactiques opérationnels Iskandar et le système de missiles balistiques à moyenne portée Orekhnik. Le rapprochement militaire entre la Russie et Cuba a eu lieu en même temps que la controverse sur le recrutement. Cela suggère que malgré la position officielle de Cuba, cela a rapproché le pays des intérêts stratégiques de Moscou. Les États-Unis ont été directs dans leur condamnation à la fois de Cuba et de la Russie. Un porte-parole du département d'État américain a accusé le gouvernement cubain de ne pas protéger ses citoyens, utilisés comme pions dans la guerre Russie-Ukraine.
En octobre 2025, l'administration Trump a envoyé une note interne à de nombreuses missions diplomatiques, demandant de souligner le rôle de Cuba comme principal fournisseur de troupes, comme argument contre une résolution de l'Organisation des Nations Unies appelant à la levée de l'embargo américain sur Cuba. La campagne diplomatique a eu peu de succès. Le vote de l'Organisation des Nations Unies d'octobre 2024 a abouti à 187 pays votant en faveur de la fin de l'embargo, avec seulement les États-Unis et Israël qui s'y sont opposés. C'était presque comme les années précédentes. Contrairement à la position claire de Washington, la réaction de l'Amérique latine a été largement discrète et divisée. Le président Gabriel Boric du Chili a été un critique constant de l'invasion russe. L'Argentine, sous le président Javier Milei, s'est alignée de manière plus étroite avec l'Occident. Cependant, le Brésil, sous le président Luis Inácio Lula, et la Colombie, sous le président Gustavo Petro, ont adopté une position de neutralité, appelant souvent à des pourparlers de paix. Les alliés habituels de Cuba, surtout le Venezuela et le Nicaragua, ont soutenu la Russie. La majorité des gouvernements régionaux gardent des relations diplomatiques avec Cuba et la Russie, tout en restant neutres sur le recrutement. L'Organisation des États américains n'a pas officiellement abordé l'implication de Cuba en Ukraine. Cuba s'est vigoureusement défendu contre les allégations des États-Unis tout en approfondissant ses liens avec la Russie. Le ministre Bruno Rodriguez a toujours qualifié les accusations américaines d'attaques politiques visant à justifier l'embargo. À l'Organisation des Nations Unies, il a qualifié l'embargo américain de guerre commerciale, causant 48 milliards de dollars de pertes en 2023. La Russie a accru son aide économique à Cuba. En juin 2025, le ministre russe de l'énergie a rencontré des responsables cubains pour discuter de la coopération énergétique jusqu'en 2050. La Russie va moderniser les infrastructures énergétiques de Cuba et lui fournir 164 millions de tonnes de pétrole et produits pétroliers par an. Le gouvernement russe a déclaré qu'il dirigerait les entreprises russes à investir 1 milliard de dollars à Cuba entre 2025 et 2030. Cuba est devenu un pays partenaire des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en janvier 2025 et a rejoint la nouvelle banque de développement. Des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en juillet 2025. Le président cubain y voit un espoir majeur pour les pays du Sud et un pas vers un ordre mondial plus juste. L'adhésion à la nouvelle banque de développement donne à Cuba de nouveaux crédits pour des secteurs clés. Les nations européennes et l'OTAN ont relevé l'implication cubaine, sans en faire une priorité diplomatique. En octobre 2024, l'OTAN a déclaré avoir des preuves de l'envoi de soldats nord-coréens en Russie, marquant une escalade importante. L'implication cubaine, bien que notable, est vue comme un recrutement individuel plutôt qu'un déploiement militaire officiel. La Corée du Nord a envoyé environ 12 000 soldats en Russie, surtout près de Koursk. Contrairement aux mercenaires cubains recrutés par ruse, les soldats nord-coréens sont des unités officielles envoyées selon un traité formel. Les troupes nord-coréennes, équipées et formées par la Russie, ont opéré comme unités intégrées sous commandement russe. Les modalités de déploiement varient fortement. Les troupes nord-coréennes, approuvées par l'État, sont envoyées comme unités militaires, alors que les combattants cubains sont recrutés individuellement par le biais de réseaux. Cuba désavoue officiellement. Les deux déploiements visent à limiter les pertes russes, apporter des renforts et consolider les alliances avec des régimes autoritaires. Le recrutement cubain illustre l'émergence d'une coalition d'autocraties soutenant l'effort de guerre russe. Cela montre que le désespoir économique dans les États sanctionnés les rend vulnérables à l'exploitation. Ce phénomène illustre comment la Russie recrute des combattants étrangers, de pays pauvres pour éviter une mobilisation intérieure coûteuse et poursuivre sa campagne militaire. Le renforcement du partenariat Russie-Cuba marque le retour des alliances de la guerre froide dans un contexte multipolaire. L'intégration de Cuba au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Sa coopération militaire avec la Russie et sa résistance à la finance dominée par les États-Unis illustrent une stratégie d'alignement avec les puissances émergentes contre l'hégémonie occidentale. Pour la Russie, les pertes de soldats étrangers n'ont pas de coût politique interne. Quand un Cubain décède, pas de familles en colère, ni d'indemnités sociales à gérer. Pour Cuba, le recrutement réduit la pression interne, renforce les liens avec la Russie. Mais c'est le peuple cubain qui en paie le prix. Des mères perdent leurs fils, des familles ne reçoivent aucune information sur leurs proches disparus, de jeunes hommes signent des contrats qu'ils ne peuvent pas lire et se retrouvent piégés à combattre. Cela illustre comment les régimes autoritaires profitent de la détresse économique et considèrent les populations vulnérables comme jetables. La guerre en Ukraine dépasse l'Europe de l'Est. Les combattants cubains du Donbass sont victimes de traite et soumis à des contrats militaires.
Leur présence montre que les conflits actuels ont un impact mondial et que les plus vulnérables en souffrent le plus. Ce recrutement révèle quelque chose de troublant. Il ne s'agit pas seulement de contrats militaires ou de conflits politiques, c'est aussi l'intersection entre la détresse économique, l'alignement géopolitique et la traite des êtres humains. Tout cela se produisant en même temps. Merci d'avoir regardé.